là, j'invite Madame Najia Hajjaj Hassouni à venir nous présenter le concept et la genèse de ce concept One Health. Avant de repasser, j'ai fait une petite modification de mon programme, avant de repasser à ma consoeur et voisine Raymond de Goudou-Coffier. À vous la parole. Alors, Madame Hajjaj Hassouni, vous la connaissez, elle nous accompagne régulièrement. C'est vraiment un bonheur de vous avoir avec nous. vous êtes professeure de rhumatologie, doyenne de l'université. Alors, il y en a tellement maintenant à Rabat. Et vous êtes également membre de l'Académie, correspondant de l'Académie de médecine en France. Et vous êtes très engagée au niveau de tout ce qui est sociologique, puisque vous avez une fille qui est très impliquée. Et je crois que vous allez avoir ce regard de décloisonnement qui associe tous les acteurs qui peuvent contribuer à adopter et à s'approprier ce concept. À vous la parole. Merci beaucoup, cher ami, pour cette aimable introduction. Avant toute chose, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, chers confrères, chers amis, c'est un plaisir pour moi de remercier très sincèrement les organisateurs d'Officine Expo pour leur aimable invitation et un plaisir aussi de vous parler de quelque chose d'à la fois récent et pas si récent que ça, le concept One Health, sur lequel je voudrais partager avec vous quelques réflexions. Je n'ai aucun lien d'intérêt particulier avec cette présentation. Comme vous le savez, comme cela a été bien dit déjà par Madame la ministre du Sénégal, nous vivons dans un monde qui change, avec des sociétés fragilisées par des changements globaux qui sont à l'origine d'importants risques sanitaires. Et on a vu se développer ces 20 dernières années des concepts qui proposent d'intégrer la santé humaine à son environnement animal et écologique. Et on sait qu'un certain nombre de concepts, dont notamment le concept One Health, dont nous venons d'écouter la première intervention, a une dimension médiatique et politique importante, et que la pandémie Covid-19 est venue également montrer les insuffisances de prise en charge qui étaient les nôtres, et puis l'intégration peu effective des objectifs de développement durable et de leur mise en politique qui ont été un petit peu malmenés, un petit peu oubliés ces dernières années avec la pandémie One Health. Et je vous rappelle que le 3e de ces objectifs de développement durable est relatif à la santé, que le 17e est relatif à la coopération internationale, donc déjà une idée de décloisonnement, et il était proposé une date butoir 2030. 2030 peut être remise en question par la pandémie Covid-19, mais sur laquelle il va certainement falloir revenir parce que les réflexions sur la santé humaine et son environnement sont évidemment fondamentales. Alors, comme cela est bien connu aujourd'hui, on sait qu'en matière de santé, il y a bien sûr la santé humaine, donc la médecine humaine, mais aussi la médecine vétérinaire, mais aussi la santé de l'environnement, donc l'écologie, et qu'il est très important de ne plus cloisonner ces dimensions, en tout cas c'est ce que tous appellent de leur vœu, puisque sur le plan de la médecine humaine, il faut rappeler le poids des maladies chroniques aujourd'hui, qui amène d'ailleurs les sociologues à nous proposer de nouveaux termes, le terme de syndémie et non plus de pandémie, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais aussi l'importance de la santé publique, de la médecine évolutionniste, des réseaux sociaux, et on sait leur place aujourd'hui, des maladies infectieuses, de la résistance antimicrobienne, et on sait également l'importance et les problèmes posés par l'utilisation des antibiotiques, et toutes les maladies multifactorielles que les hommes connaissent aujourd'hui. Mais à côté de ça, nous ne vivons pas seuls sur cette planète, nous vivons aussi avec des animaux. La médecine vétérinaire est fondamentale. On a développé et on connaît toutes les zoonoses qui nous ont été transmises et qui finalement passent d'une barrière à l'autre avec le franchissement de la barrière d'espèces, les relations homme-animal, les animaux sauvages, mais aussi les animaux domestiques. Et puis, bien sûr, à côté de tout cela, l'écologie, l'écotoxicologie. Et il ne faut pas oublier d'y ajouter aussi un cadre légal. Il ne faut pas oublier aussi d'y ajouter des pratiques culturelles qui amènent les sociologues aujourd'hui à nous proposer de nouveaux concepts, encore de nouveaux concepts, l'épidémiologie culturelle, nouveaux mots, et redonner de l'importance à ce qu'on a oublié pendant des années, les sciences autochtones, pour nous permettre justement de réfléchir à comment amener les populations à adhérer au programme de santé publique que les pays désignent, notent, mais il faut aussi regarder en matière de pratique ce qui peut se poser.
Parmi les concepts, le concept d'exposome. L'exposome, nous sommes exposés à un certain nombre de facteurs. On connaît l'importance de la pollution de l'air, le nombre de décès dus à la pollution, dus au tabac. On connaît aussi sur le plan de l'alimentation le problème de l'alcool dans le monde, le problème de l'obésité qui explose aujourd'hui, qui est devenue une véritable épidémie à cause de la consommation d'aliments ultra transformés. Et tout cela fait partie aussi de cette dimension de santé publique et qui met en évidence que les changements globaux liés à l'activité humaine constituent de sérieuses menaces sanitaires parce qu'elles modifient les interactions entre les humains, les animaux et leur environnement, et qu'il nous faut donc réfléchir de manière différente, avec des approches intégrées en matière de santé, avec plus de science dans la gouvernance des sociétés, et avec une réponse globale, c'est le 17e objectif des développements durables, la coopération internationale, et nous avons tous besoin aujourd'hui d'une approche en santé holistique, transdisciplinaire et multisectorielle. Alors One Health, finalement, qu'est-ce que c'est ? One Health a pour objectif de réfléchir sur la situation suivante. L'espèce humaine est sujette à des infections d'origine animale, les zoonoses. Donc on peut déjà se dire, si on réfléchit de cette manière-là, c'est que One Health est concentré sur la santé humaine. Que devient One Health chez les animaux? Que devient One Health pour l'environnement? Et on va voir que cette réflexion est importante. Alors les zoonoses, bien sûr, les zoonoses, et cela nous l'a été rappelé, 60% des maladies infectieuses humaines nous sont transmises par les animaux, 75% au moins des agents pathogènes des maladies infectieuses humaines émergentes, notamment l'Ebola, le VIH, la grippe, sont d'origine animale, et j'oublierai pas bien sûr la Covid-19 qui l'est également. 5 nouvelles maladies humaines qui apparaissent chaque année. Bien, parmi ces 5 maladies, il y en a 3 qui sont d'origine animale, donc il y a vraiment une fréquence importante. Et on sait aussi aujourd'hui que 80% des agents qui ont un potentiel d'utilisation bioterroriste sont aussi des agents zoonotiques. Et pour donner un chiffre très global, 56 zoonoses sont responsables de 2,5 milliards de cas humains de contamination chaque année et de 2,7 millions de décès. Alors ces chiffres importants nous rappellent qu'aujourd'hui, on sait, selon l'OMS et l'OIE, donc l'Organisation internationale des épizooties, qui est devenue l'OMSA aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé animale, qu'il y a plus de 200 maladies humaines d'origine zoonotique que l'on peut classer en 3 groupes. Les zoonoses émergentes, on les connaît bien aujourd'hui, parmi elles la Covid-19, mais toutes celles qui l'ont précédée. Les zoonoses épidémiques qui vont réémerger de manière épisodique, et puis les maladies zoonotiques négligées. Alors parmi elles, au Maroc, il y en a 2 qui sont très importantes, la rage et l'échinococose, et c'est extrêmement important. Et nous avons d'ailleurs comme projet un prochain webinaire franco-marocain sur l'échinococose avec l'Académie française de médecine, l'échinococose restant encore un problème important dans de nombreux pays, dont évidemment le Maroc. Et puis bien sûr le coronavirus. Alors le coronavirus, on sait que sur ces dernières décades, on a eu 6 coronavirus humains à tropisme respiratoire et que la Covid-19 était le 7e coronavirus. Et qu'il y avait, en comptant l'épidémie Covid-19, nous avons eu 3 émergences de coronavirus en moins de 20 ans. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait eu une gestion difficile pour empêcher la propagation du virus. On vient tout juste de lever l'état d'urgence sanitaire au Maroc, il y a je crois à peine 48 heures. Et qu'on sait aussi que quand on met en place une stratégie réactive, elle est très difficile à mettre en œuvre dans l'urgence et surtout à faire accepter par la population. D'où l'importance, et j'y reviendrai, des sciences humaines et sociales qui vont aussi jouer un rôle très important à côté de tout ce qui est technique et biologique. Il est donc important de réfléchir à un changement de stratégie de santé publique face aux menaces globales. Alors finalement, One Health se présente comme un cadre conceptuel qui permet de comprendre l'émergence des épidémies, voire de les anticiper. Parce que la vaccination, bien sûr, c'est efficace, c'est important, et il faut rappeler l'importance de la vaccination. Mais à elle seule, elle n'est pas suffisante pour contrôler les épidémies. Il est impossible de vacciner les animaux sauvages. Il est aussi important de bien comprendre que la vaccination, elle est spécifique d'un sous-type ou quelques sous-types seulement, mais pas tous les sous-types. Et que même lorsque on adopte la vaccination, et c'est extrêmement important, elle-même peut servir de pression de sélection
et favoriser l'apparition de nouveaux variants. Et donc, les politiques de santé associent la vaccination, la biosécurité, l'abattage de masse. Mais ça, c'est important pour la santé humaine. Et effectivement, on va lutter contre les virus. Mais quand on procède à l'abattage de masse, les vétérinaires ne sont pas contents à juste raison. Les agriculteurs ne sont pas contents à juste raison parce que l'implication sur la société, sur l'économie est fondamentale. Il est donc extrêmement important de réfléchir à des changements socio-économiques et ceci est fondamental. Quelques mots très rapidement de l'historique du concept One Health parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Pour beaucoup, One Health, c'est quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est quelque chose d'ancien. Ça n'est pas nouveau du tout. Ça n'est pas nouveau du tout. Et quand on regarde l'historique du concept One Health, Hippocrate en parlait déjà. Et Hippocrate avait à plusieurs reprises notifié l'intérêt qu'il portait à la santé publique et à l'environnement. Au XIXe siècle, on trouve aussi des écrits de Rudolf Virchow qui nous parlent de l'importance de lier la santé humaine et la santé animale. Son père était boucher et il comprenait très bien l'importance de la santé des animaux avec les répercussions possibles sur la santé humaine. Mais il faudra attendre le XXe siècle et les vétérinaires. Le concept One Health est porté par les vétérinaires. C'est grâce à Calvin Schwab, un Australien, qu'on parle de zoonose et que petit à petit, je ne vais pas vous faire l'historique détaillé, mais que petit à petit, naît en 2004 le principe One World, One Health, avec ce qu'on appelle les 12 principes de Manhattan, qui nous rappellent l'importance de lier la santé humaine, animale et l'environnement, qui nous rappellent qu'il faut décloisonner les disciplines, qui nous rappelle qu'il est très important de réfléchir en termes d'éco-épidémiologie, qui nous rappelle l'importance du réchauffement climatique et la déforestation et les conséquences en santé. On aura sans doute l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Qui nous rappelle aussi, et ça c'est un élément souvent oublié quand on parle de One Health, les sciences humaines et leur importance pour permettre l'acceptation des politiques sanitaires mises en place par les gouvernements. Et puis ensuite, il va y avoir petit à petit la conférence interministérielle sur la grippe aviaire de Sharm el-Sheikh en octobre 2008, et je passe rapidement sur toutes les autres initiatives pour parler surtout de l'alliance tripartite entre l'OMS, l'Organisation internationale des épizooties, et la Fédération pour l'alimentation et l'agriculture, la déclaration de Hanoï, et puis finalement 2020, vous voyez que c'est tout récent, 2020, où il y a une convention sur la diversité biologique qui considère la transition à l'action Un monde, une santé comme une voie durable pour la conservation de la biodiversité, et ça, c'est évidemment fondamental. Alors finalement, One Health, bien sûr, c'est un changement de paradigme indispensable en santé publique que l'on peut résumer à la reconnaissance de l'interconnexion du vivant. Et j'ai déjà rappelé les liens de causalité, la conséquence sur la santé publique, sur la médecine vétérinaire, l'écosystème, et puis la nécessité de réfléchir aujourd'hui de manière holistique en prenant en considération les facteurs sociaux, économiques et culturels. Alors les slogans, les appellations, il y en a beaucoup. On parle de concept, on parle de paradigme, on parle aussi de parapluie, de One Health Umbrella. Mais vous voyez que sous ce concept-là, on met beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on ne sait plus très bien quelles sont les appellations qu'il faut retenir. Et quand on regarde l'évolution des concepts, eh bien vous voyez, là je n'ai pas de flèche pour vous montrer, mais vous voyez en bas à gauche les méthodologies classiques qui nous rappellent la place de la médecine humaine, la médecine vétérinaire, les analyses de risques environnement-santé, mais qui nous montrent aussi que ces concepts-là sont très anthropocentrés, c'est-à-dire centrés sur la santé de l'homme et beaucoup moins sur la santé de l'animal et sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle on voit ce glissement d'appellation vers en particulier EcoHealth, qu'on voit tout à fait en haut. EcoHealth, et également Global Health, qu'on a aussi utilisé un certain temps. Et vous aurez remarqué qu'on parle de moins en moins de Global Health. On va y revenir, c'est peut-être une erreur, et c'est peut-être quelque chose qui reviendra avec le temps. Et on peut se demander, est-ce qu'il s'agit d'un flottement sémantique utile ? Est-ce que ce flou est volontairement entretenu pour permettre de réfléchir aux différents concepts ou au contraire, est-ce qu'il s'agit d'une microfragmentation qui finalement va être un peu délétère pour le concept? Parce qu'il faut s'entendre, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est One Health? Qu'est-ce que c'est EcoHealth? Qu'est-ce que c'est que Global Health? Et aujourd'hui, on évolue un petit peu plus. One Health, vous voyez, a pour objectif de transcender les hégémonies disciplinaires, de décloisonner. Elle a été portée par les vétérinaires, récupérée aujourd'hui par les médecins, mais elle est très anthropocentrée.
EcoHealth, c'est surtout la biodiversité, elle s'intéresse beaucoup moins à la santé humaine ou animale. Et Global Health a été porté par l'OMS, en particulier avec le développement des objectifs du millénaire, grâce à quelqu'un qui s'y est beaucoup intéressé, et qui entretient l'équité au cœur de la santé. Qui aujourd'hui l'utilise? Je crois plus grand monde, sauf le Canada. Monsieur le vice-ministre peut-être en dira certainement un petit peu plus que moi à ce sujet, de manière tout à fait pertinente. Et on évolue vers un concept encore différent, Planetary Health, pour lequel on met en avant la durabilité, l'économie. C'est peut-être vers cette dimension qu'on ira à l'avenir, avec un certain nombre de notions. Le retour à la médecine sobre, on en a aussi beaucoup parlé dans les années précédentes, et c'est quelque chose sur lequel on reviendra très certainement dans les années qui viennent. One Health, ça reste quand même le concept dont on parle beaucoup et qui domine la communication et la stratégie des organisations nationales et internationales, certainement parce qu'il y a eu cet accord tripartite entre trois organisations de poids dans le monde, qui sont évidemment fondamentales, mais qui elles-mêmes peinent encore aujourd'hui à trouver leurs frontières dans les différentes disciplines et dans les différents concepts à retenir. En tout cas, c'est tout à fait intéressant de réfléchir à la façon dont les choses se passent. Et puis, on voit que tous les concepts et toutes les recommandations, la vigilance par rapport aux maladies infectieuses, les anti-infectieux, le dépistage, ont pour objectif d'aborder essentiellement la santé humaine à travers ses multiples déterminants et à partir d'approches systémiques. Alors, les perspectives, pour terminer cette dernière partie beaucoup plus rapidement, c'est bien sûr la nécessité d'une évolution vers une mise en œuvre opérationnelle et la volonté concrète de donner du corps politique à la logique intégratrice santé humaine, santé animale, environnement, dans toutes ses dimensions. Madame la ministre du Sénégal nous a rappelé les initiatives mises en place dans son pays aujourd'hui. Il y a également d'autres initiatives qui ont un objectif international, notamment un vétérinaire français, avec ce programme international qui est aujourd'hui mis en place et qui est décliné dans plusieurs pays de manière différente. Et bien sûr, l'importance de lutter contre les difficultés organisationnelles, réduire le cloisonnement à tous les niveaux, au niveau des ministères. Les ministères, il y a le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère donc des institutions qui elles-mêmes sont très cloisonnées. Et puis finalement, introduire la dimension intégratrice dans la formation. Les vétérinaires et les médecins ne se rencontrent jamais, et je suis bien placée pour vous le dire. Peu d'enseignements sur les concepts et l'environnement, et il faut que ça change. Et au moment où je préparais ces diapositives, j'ai reçu cette information sur Medscape que je suis régulièrement, qui nous dit qu'en France, à la rentrée prochaine, les étudiants en médecine seront formés, regardez le mot qui est utilisé, à la santé environnementale. On ne parle pas de One Health, on dit la santé environnementale parce que c'est beaucoup plus globalisant. Et ils auront donc un module pédagogique numérique obligatoire qui va être développé dans les 36 facultés de médecine. Et j'ai le très grand plaisir aussi de vous informer qu'au niveau de la faculté internationale de médecine de Rabat, la santé environnementale est enseignée en module également dès cette année, puisque nous avons commencé la première année de médecine cette année, et c'est tout à fait important. Je terminerai avec votre accord, bien entendu, sur deux diapositives qui me paraissent importantes. L'importance des sciences sociales à mettre en place dans la réflexion One Health. D'abord parce que regardez cet article publié dans le Lancet par Richard Horton, qui nous parlant de Covid-19 en 2020 nous dit que Covid-19 ce n'est pas une pandémie, c'est une syndémie. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau terme de syndémie? Syndémie, c'est des maladies qui surviennent, 1 à 2 maladies qui surviennent dans une population déjà malade d'une autre maladie. Or, on sait que l'explosion du Covid-19 a été due bien sûr à sa virulence, mais la virulence a été augmentée par les maladies qui existaient déjà. L'hypertension artérielle, le diabète, l'hyperglycémie, toutes les maladies infectieuses que nous connaissons, l'obésité, qui a été un facteur d'aggravation extrêmement important dans le Covid, et c'est la notion de syndémie qui aujourd'hui est une notion extrêmement importante. Les sciences sociales nous disent aussi, intéressons-nous à l'anthropologie. Quels sont les rapports de l'homme avec la santé animale? Quels sont les rapports de l'homme avec l'alimentation? Quels sont les rapports de l'homme avec l'écologie? Quelle sont l'importance de l'ethnographie multi-espèces, l'ethnoécologie? Quelle est l'importance de l'économie? Et je parlais du problème de l'abattage tout à l'heure, où il faut bien sûr réfléchir à l'intérêt des sociétés en termes de santé, mais aussi en termes d'économie.
Et deux notions qui me paraissent évidemment fondamentales, le retour, la redécouverte de ce que l'on connaissait il y a quelques décades, les savoirs autochtones, écouter les populations, leurs pratiques, leur culture, c'est fondamental, et bien sûr développer autant que faire se peut, en essayant de décloisonner autant que possible la recherche transdisciplinaire. En tout cas, tout cela, même si on n'est pas encore d'accord totalement sur les concepts, nous amène à nous poser des questions fondamentales sur le contrat social. Rousseau en avait déjà parlé, mais on y revient de manière tout à fait indirecte, le contrat social, la place de la consommation qui nous a amené à beaucoup de détérioration. Les États doivent-ils continuer à être de simples facilitateurs du commerce international ou doivent-ils réfléchir différemment? La biologie évolutive, la question climatique, question évidemment fondamentale. Et je terminerai simplement en rappelant qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de continuer à envisager de manière séparée la société et la nature. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, professeur Jagissoni, d'avoir fait un tour d'horizon sur ce concept, sa genèse et éventuellement l'importance de tout ce qui est anthropologie, sociologie. Vous avez donc noté qu'au niveau de l'enseignement, il y a un travail qui démarre de sensibilisation en France, au niveau européen d'ailleurs, parce que l'Union européenne s'est appropriée également le concept pour aller dans le même sens, qu'il y a un livre blanc qui a été élaboré avec des résolutions qui sont inscrites. C'est une note positive de savoir qu'au niveau du Maroc, on va aller de l'avant à ce niveau. D'ailleurs, il y aura prochainement un congrès de parasitologie internationale qui va être organisé. Et la partie One Health au niveau des zoonoses marocaines va être développée. Donc, j'encourage tous les participants à venir à ce prochain congrès. Merci infiniment.